Amis de la mesure, bonjour. Dans ma dernière vidéo, je vous montrais comment, avec l'aide d'un oscilloscope, on pouvait assez facilement mesurer les parasites, le bruit d'une alimentation normale ou à découpage, et comment, avec la FFT, on pouvait faire des mesures et des trucs comme ça. Or, un internaute m'a fait remarquer en commentaire de cette vidéo que le fait d'utiliser la sonde standard de l'oscillo, la sonde x10 livrée avec, n'était pas forcément la sonde la plus adéquate. C'est vrai que c'est un sujet que j'avais prévu de longue date de traiter dans ma série Oscillo Story. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit, et je me suis dit, tiens, c'est une occasion, je veux dire, rêver de traiter ce sujet. Alors, j'ai recherché ma vieille sonde basse impédance fin fond de mon tiroir, et je me suis aperçu que voilà, c'était une sonde que j'avais bricolée dans le temps, elle était vraiment pas clean du tout. Je me suis dit, bon, quitte à faire les choses, autant les faire bien, et je me suis dit, je vais en fabriquer une de bien meilleure facture. C'est un produit Sirob. Dans cette vidéo, je vais vous montrer CP111, son schéma, comment elle fonctionne, comment moi je l'ai fabriqué, mais vous verrez que c'est quelque chose de très simple à fabriquer soi-même. Et ensuite, nous allons pouvoir l'utiliser et en tirer, vous allez voir, des conclusions plutôt intéressantes. C'est parti. Examinons le schéma, à ma foi très simple, de CP0111. Je rappelle que l'idée, c'est d'avoir une sonde qui va présenter une impédance faible et mesurer des tensions alternatives plutôt élevées. Donc, elle est constituée de deux composants principaux, un condensateur et une résistance. Alors là, il y en a deux, je vais vous expliquer pourquoi. Donc le condensateur, son rôle est tout simplement de couper la composante continue pour ne laisser passer que l'alternatif. Et quant à la résistance, ici, elle va permettre d'adapter en gros l'impédance sur l'impédance du câble, sachant qu'on attaque ici avec quelque chose d'une impédance très faible. Donc l'idée, c'est que on a toujours intérêt à attaquer un câble coaxial par 50 ohms, sachant qu'à l'autre bout, il est aussi impératif de le fermer sur une impédance de 50 ohms. Alors ça peut être soit quelque chose qui naturellement a cette impédance-là, comme un analyseur de spectre par exemple. Dans le cas d'un oscilloscope, soit celui-ci permet en interne d'avoir une impédance d'entrée de 50 ohms, soit, comme c'est souvent le cas aussi, on utilisera un petit adaptateur. C'est bien sûr très important que l'impédance soit fermée sur 50 ohms, de façon à ce que le câble coaxial, justement, n'introduise pas de défaut. Donc la valeur de ce condensateur en entrée, il va faire ce qu'on appelle un filtre passe-haut. Et l'idée, c'est que plus sa valeur va être élevée, plus la fréquence de coupure de ce filtre passe-haut sera basse, et ce qui permettrait de voir des basses fréquences. Mais enfin, l'idée ici, c'est plutôt de regarder les choses largement au-delà, on va dire, de 10 kHz. Donc c'est pas forcément utile, là, d'avoir une très grosse capacité. Donc la valeur ici, elle est absolument pas critique, on peut dire, voilà, j'ai mis ici, moi, entre 2 micros et 470 nanos, ça va le faire. Bon, là, j'ai pris un peu ce que j'avais en stock. Donc j'avais un 980 nano. Alors pourquoi j'en ai mis deux en parallèle Pourquoi Parce que ça va dépendre du condensateur qu'on utilise. Les condensateurs de valeur assez élevée, si par exemple on mettait un 1 microfarad, souvent c'est des condensateurs qui, passé une certaine fréquence, pour des tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir ici, ont tendance à plus tellement se comporter comme des condensateurs. Donc ça peut être une bonne idée de remettre un condensateur beaucoup plus faible dessus, de façon à assurer une meilleure bande passante. Alors là, c'est vrai que sur les capas CMS que j'ai utilisés, ça peut, généralement, c'est quand même moins nécessaire. Bon, maintenant, c'est un truc de récup que j'ai utilisé. J'ai aucune idée de ses caractéristiques ni rien. Je me suis dit, ça mange pas de pain. Voilà, donc je l'ai mis. Maintenant, honnêtement, c'est pas la mort si on le met pas. Ensuite, il faut mettre une résistance de 50 ohms. Et c'est pareil, 50 ohms, c'est pas dans les séries normalisées. On a aussi souvent l'habitude de faire, c'est de mettre deux résistances de 100 ohms en parallèle, ce qui fait les 50 ohms. Je conseille fortement d'utiliser des composants CMS. Pourquoi? Parce que les composants CMS, de par l'absence de connexion et leur petite taille, présentent généralement beaucoup moins d'inductance parasite, de résistance parasite, capacité parasite, enfin voilà, d'effets comme ça. Et comme on va le voir, c'est aussi une bonne idée de tout ça dans un boîtier blindé, de telle façon à ce que on ne soit pas soumis à des parasites extérieurs, et de garder aussi des connexions courtes. Le câble en sortie, soit on soude directement un coax, soit ce que j'ai choisi moi, j'ai choisi de mettre un connecteur SMA, mettre un BNC, enfin je veux dire, tout est possible à ce niveau-là. Donc comme je l'ai dit, il y a plein de solutions pour faire ça. Voilà moi ce que j'ai fait quelque chose d'assez compact. Et bien sûr, pour respecter la tradition Sirob, les étiquettes qui vont bien. Ce dont j'ai pas parlé, c'est la tension admissible max qu'on peut avoir entre les deux broches. Et cette tension, ce qui la limite principalement dans un premier temps, ça va être ce que tient le condensateur.
Alors c'est pareil, ce condensateur-là, j'avais pas du tout d'infos dessus. Je l'ai soumis à 70 volts pendant 1 heure, il n'a pas bronché, donc j'en déduis qu'il tient au moins ça. Par précaution, j'ai pris 50, hein, vu sa taille. Peut-être que ça tiendrait plus. Après, voilà, si vous voulez pouvoir avoir des tenues en tension supérieure, bah faut en mettre un plus élevé. Pour l'instant, 50 volts, ça me va bien. Alors bien sûr, l'impédance d'entrée vue d'ici sera de 100 ohms. Pourquoi? Parce que il y a les 50 ohms en série avec les 50 ohms de la charge ici, donc ça fait bien 100 ohms. Et alors pourquoi x2? Bah oui, parce que la tension présente sur l'entrée de l'oscilloscope, elle sera bien divisée par 2. Hein, si on revient ici, on voit bien que les 50 ohms ici, plus les 50 ohms que j'ai pas dessiné là, mais de la charge, ça fait un pont diviseur de 2 résistances équivalentes, ce qui fait que ça divise la tension par 2. Alors, pour fabriquer ça, je suis parti, moi, d'une chute d'époxy double face. Hein, voilà, comme à mon habitude, j'aurais pu faire un beau circuit imprimé et tout, mais là, je l'ai fait d'un coup de fraiseuse. Ça le fait très très bien, hein, c'est ce qu'on appelle la gravure anglaise. Ensuite, j'ai soudé les composants dessus. Donc voilà, hein, j'ai choisi là, des broches à wrapper assez courtes. Et là, donc cette embase SMA qui est spécialement faite pour aller sur ce genre de PCB sur le bord là. Alors ensuite, pour relier les deux faces, hein, c'est du double face. Généralement, ce qu'on fait avec des PCB, c'est ce qu'on fait, ça s'appelle des vias, c'est-à-dire des trous métallisés. On en met, voilà, tous les X, de façon à assurer une bonne connexion entre les deux faces. Bon, moi, j'ai choisi ici de le faire avec un bout de scotch de cuivre, hein, voilà, que j'ai mis sur les bords et que j'ai soudé tout le long. Bon, sans doute pas hyper optimum, mais enfin, je veux dire, ça le fait bien. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu de Kapton là pour bien isoler. J'ai remis ici ce petit bout de carton. L'idée, c'était que le blindage soit quand même pas trop près ici des composants. Et voilà, j'ai wrappé le tout et j'ai tout soudé, ce qui assure un blindage, à mon avis, largement assez efficace. Ensuite, j'ai mis une première gaine thermo noire, voilà, qui sert bien le tout et qui le protège. Et à la fin, hein, je reviens ici à cette photo, j'ai remis là mes étiquettes et une gaine thermo transparente dessus. Voilà, ce qui fait une très bonne protection et assure quelque chose qui devrait être solide et durable. Alors ensuite, j'ai fait quelques mesures. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est de regarder justement si ça divisait bien par 2. Donc j'ai mis à l'entrée de mon oscilloscope la sonde, ici, que j'ai réglé en un rapport 2:1, hein, de division par 2, et j'ai mis la sonde normale, x10, donc, et j'ai branché le tout sur le même signal, ici, alternatif. Et on peut voir que sur les deux traces, en gros, ils mesurent bien la même tension, 1,41, 1,40. Bien sûr pas précis à X décimales, hein, dans la mesure où déjà les résistances et tout n'ont pas des super tolérances. Mais enfin voilà, on voit que c'est quand même très proche. Je me suis amusé avec la voie mat à mettre la différence entre les deux. On voit que c'est très faible. Donc voilà, ça prouve bien que ils mesurent bien les mêmes tensions avec bien sûr un rapport différent. Ensuite, je suis amusé à mettre ça avec un créneau. Donc là, on voit ici des petits pics sur de différence. Pourquoi? Parce que les constantes de temps RC des deux sondes, hein, qui sont pas exactement les mêmes, donc ça fait un petit déphasage qui se manifeste ici par ces petits pics. Enfin voilà, c'est normal et c'est absolument pas gênant. Après, je me suis amusé à mettre différents signaux carrés, justement. Donc, si on met un signal d'1 kHz, on voit ça, et c'est tout à fait prévisible, à mesure où la capa est quand même faible, hein, surtout sur 50 ohms, ce qui fait que le système marche en intégrateur. Hein. Je vous renvoie sur les vidéos que j'ai fait sur ce sujet-là. Donc, voilà, dire le condensateur, il se charge rapidement sur le front qui est très rapide, et puis il a tendance à se décharger. Si on passe à 10 kHz, on voit que c'est déjà beaucoup mieux. Hein, mais pareil, on voit quand même là que le condensateur a un petit peu le temps de se décharger. Mais voilà, à 10 kHz avec une impulsion de 200 nanosecondes, là, elle passe super bien. Et après, voilà, on voit ici par exemple à 1 MHz, là, on peut admettre que les condensateurs ici c'est comme s'il n'était plus là, quoi. Je veux dire, à cette fréquence-là. Je me suis amusé à regarder un peu la bande passante. Donc déjà, un petit peu côté BF. Hein, donc là, c'est de 100 Hz à 10 MHz. Et on voit bien ici le côté passe-bas. Voilà. Et ici, à peu près à moins 3 dB à vue de nez. Hein, je ne l'ai pas vraiment mesuré.
Bah voilà, ça fait à peu près 2 kHz. Et après, on voit que c'est au moins jusqu'à MHz, plutôt bien plat. Et si on fait une mesure beaucoup plus étendue, hein, de 100 Hz à 150 mégas, on voit que voilà, elle réagit très bien, hein, c'est quasi linéaire. Bon, ça commence à se casser la gueule un peu ici. Il faut pas oublier que c'est un oscilloscope 100 mégas. Donc dans la baisse qu'il y a ici, il y a la sonde, mais il y a aussi pas mal l'oscillo, quoi. Enfin voilà, ça montre quand même que au moins sur on va dire la bande passante pratique de l'oscillo de 100 mégas, la sonde, elle a une bonne réponse. Enfin, les points ici, c'est dû au générateur, hein, c'est pas dû à la sonde. Alors, bah maintenant, on va refaire la mesure avec cette sonde-là et une sonde normale et regarder un petit peu ce qui se passe. Alors déjà, avant toute chose, j'ai quand même fait des changements aussi sur mon alim, hein. Comme je l'ai dit, de toute façon, là, mes perles de ferrite, elles étaient pas top. J'ai mis là ces selfs que j'ai trouvés, qui sont déjà de toute façon bien meilleurs au niveau du filtrage de sortie. Mais enfin bon, de toute façon, comme on va mesurer avec les deux sondes, je veux dire, ça ne va rien changer. Alors justement, j'ai gardé exactement la même charge que l'autre fois. J'ai ma sonde basse impédance ici, et j'ai ici une sonde x10, voilà, configurée comme l'autre fois. Et maintenant, bah voilà, on va faire les mesures et regarder ce que ça change. Bon, j'ai changé d'oscilloscope, hein, j'ai pris mon Rode et Schwartz, mais ça change rien. Donc, sur la voie 1, la voie jaune, j'ai donc branché CP0111, hein. Alors, comme on peut le voir, avec une terminaison 50 ohms, hein, comme je l'ai dit, c'est absolument fondamental de la mettre ici. Et j'ai réglé, comme on peut le voir, la sonde là, hein, au niveau de, voilà, ici, sur un rapport de 2 fois 1, de façon à ce que les mesures soient correctes, hein, vu que, comme on l'a vu, cette sonde va diviser par 2. Ensuite, sur la voie 2, là, je l'ai mis en x10, hein, vu que c'est une sonde x10 qui est dessus. Pour démarrer, on va se mettre dans les mêmes conditions sur les deux, c'est-à-dire 20 millivolts par division, et on va mettre en route et voir ce qui se passe. La trace verte disparaît un petit peu, ce qui est normal, hein, c'est le temps que le condensateur se charge. Et là, déjà, de première vue, on voit qu'il y a une sacrée différence, je veux dire, d'amplitude. On voit que sur cette voie-là, l'amplitude est beaucoup plus faible que sur celle-là. Alors, on va grossir un petit peu. Et ici, on retrouve bien les mêmes parasites, hein, la même fréquence de découpage que l'autre fois, hein, ça ne change rien. Hein. Encore une fois, le convertisseur, lui, il reste pareil, mais la mesure change. Par contre, en effet, on peut voir qu'il n'y a pas du tout le même niveau des deux côtés. D'ailleurs, ici, j'ai mis des tensions crête. Là, je mesure 17 millivolts crête, là, 70 millivolts. Ça fait une sacrée différence. Alors, si on veut voir un petit peu plus sur la voie ici, je peux bien sûr augmenter. Voilà, là, je me suis mis à 5 millivolts, ce qui fait que maintenant, les deux impulsions ont à peu près la même taille sur l'écran, mais il faut bien voir que c'est pas du tout la même échelle. Ici, je suis à 5 millivolts par carré, ici à 20. Ça veut dire que, en gros, on peut regarder que, visuellement, à peu près, ça fait presque un rapport 4. Et c'est pas rien du tout. Alors, comment expliquer ça? Eh ben, on peut expliquer ça simplement par le fait que ces sondes, dans certains cas, elles introduisent des erreurs de mesure, comme on va le voir, et qui sont liées déjà, bien sûr, à plusieurs choses. Que l'embout ici, hein, on s'aperçoit que là, il y a toute cette partie ici, hein, quand l'embout est mis, qui vient jouer là avec ce crochet, ce fil de masse qui est assez long, tout ça, je veux dire, ça rajoute une composante, je veux dire, selfique, qui, même si elle est relativement très faible, fait que, lié à la grande impédance de la sonde, ça fait un circuit, je veux dire, qui ne réagit pas du tout pareil, hein, au niveau haute fréquence. Ça fausse potentiellement les mesures, et l'avantage justement d'utiliser comme ça une sonde basse impédance, c'est qu'on sera quand même beaucoup moins sensible à ça. Et ça, c'est typiquement le genre de problème qu'on peut avoir avec ce genre de sonde à haute impédance, hein, qui, je veux dire, représente quand même une capacité et des éléments parasites non négligeables. D'ailleurs, hein, je rappelle que ces sondes, elles sont aussi livrées avec ce genre de petits accessoires là que je peux vous montrer, voilà, hein, qui viennent se mettre comme ça et qui justement permettent éventuellement de faire des mesures, je ne sais pas si on voit bien, voilà, comme ça, directement
au plus près en éliminant au maximum les perturbations liées au fil de masse et éventuellement au crochet de la sonde. Voilà par exemple là le fait de prendre la sonde directement, on va dire, aux bornes de CP0111, hein, là vraiment en limitant complètement tout ce qui va être connexion, pointe de touche et tout ça, et ben là, hop, on peut voir que on a quelque chose là de très cohérent. Hein, on peut regarder que là on est en 10 millivolts sur les deux voies. Bon là je suis au max de ce que peut faire le silo, donc je peux pas mettre le plus grand. Mais là, on s'aperçoit bien que la mesure est vraiment identique quasiment. Ce qui prouve bien que la différence est complètement due au fait que la grande impédance de la sonde, plus en effet les connexions de masse et de la pointe de touche, change complètement la mesure. D'ailleurs, hein, voilà, si on remet la pointe, je veux dire, donc avec le câble de masse ici et la pointe de touche, et ben voilà, non, on voit de façon très nette, la mesure est complètement changée. Ça change même aussi d'ailleurs, si on regarde bien le signal au niveau de la sonde basse impédance, hein, d'ailleurs regardez si on l'enlève, et ben là il redevient beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce que c'est pareil, la capacité parasite de la sonde et son effet modifie de façon très nette la mesure. Voilà pour cette présentation d'aujourd'hui, donc qui montre encore une fois que d'utiliser la bonne sonde est primordial si on veut faire les bonnes mesures. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que on voit très souvent que d'avoir des sondes de qualité et performantes, ça coûte très cher. Hein. Il y a même des sondes qui coûtent beaucoup plus cher que ces oscilloscopes sur lesquels elles sont branchées. Parce que justement, c'est pas du tout évident d'avoir des sondes qui perturbent pas ce qu'elles mesurent, qui ne déforment pas les signaux, et ainsi de suite. Maintenant, ça ne remet pas en cause ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente, hein, toutes les techniques, je veux dire, de manipulation de l'oscilloscope et tout, ça reste tout à fait valable. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que voilà, le fait d'avoir utilisé cette sonde x10 avec, comme ça, juste branché, potentiellement, les niveaux mesurés ne sont pas exactement ceux réels auxquels on peut s'attendre. Je vous conseille vivement d'ailleurs de fabriquer cette sonde, parce que vous avez vu, c'est super simple à faire. Hein. Je dirais même si vous n'avez pas de CMS et tout, même à la faire, enfin je veux dire, même avec une bête résistance de 47 ohms et un condensateur d'un microfarad, déjà ça donnera quelque chose de, peut-être pas de super précis, mais je veux dire, de largement suffisant pour pouvoir faire ce genre de mesures. Pour info, j'ai mis sur mon site toute la description de CP0111 avec les photos, les copies d'écran, les screenshots, enfin, vous aurez tout. Un lien sera bien sûr en commentaire de la vidéo. Et voilà, c'est sûr que toutes ces mesures, c'est quelque chose d'assez complexe, et ça l'est encore plus si en même temps on veut faire des mesures, je veux dire, qui correspondent éventuellement à des normes. Et à un moment donné, on veut pouvoir justement fixer des limites, hein, pour justement donner des certifications, dire que par exemple le niveau de bruit doit être inférieur à tel niveau ou autre. On voit bien que la façon dont on va le mesurer doit être aussi très bien décrite. Je vous montrerai d'ailleurs bientôt dans une autre vidéo un CP00110 qui est un filtre dit LISN, filtre qui permet de faire de façon beaucoup plus normalisée justement des mesures avec un analyseur de spectre principalement du bruit généré par certaines alimentations. Tiens Maurice, j'ai appris que ta belle-mère était décédée le jour de son anniversaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui avais fait un gâteau? Ah ouais, alors tu pouvais pas savoir qu'elle était allergique au cyanure? C'était un argument imparable. Voilà, j'espère que cette description de CP0111 vous a intéressé, que le grand complexe veille sur vos impédances, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.